Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, merci beaucoup, professeur Essaoui, donc de Cochin, de participer à ces cours RE4A avec nous. Tu es PUPH, médecine intensive réanimation et cardiologue de formation initiale à Cochin, avec un gros topic sur le choc cardiogénique. On te remercie vraiment beaucoup de participer avec nous et je te laisse la parole sans plus tarder. Merci beaucoup Clément pour cette invitation. Merci aux organisateurs. Bonjour à tous et à toutes, chers collègues. Bonjour Laure de Lyon. Donc, le sujet qui m'était donné, c'était de discuter de la place de l'assistance circulatoire, des critères de choix, avantages et inconvénients. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec la présentation. L'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter les différents types de supports disponibles en cas de choc cardiogénique, de discuter les indications, de vous mettre en lumière les principales complications et d'appréhender le timing de l'indication de l'assistance, sachant que je dis bien appréhender, parce que vous allez voir que dans la littérature, le timing exact reste à préciser. Donc, de quoi parle-t-on? En fait, on parle de choc cardiogénique. Donc, c'est une insuffisance circulatoire. Donc, si on se place au niveau de la cellule, et ce que vous appreniez quand vous étiez externe, donc il y a de l'hypoxie tissulaire. Et ça, le principal responsable, c'est le cœur, que ce soit une dysfonction ventriculaire gauche, comme vous voyez sur mes images d'écho, d'une embolie pulmonaire massive ou d'une dysfonction biventriculaire. L'avantage de la définition du choc cardiogénique, c'est qu'elle est simple. C'est une définition clinique. C'est une pression artérielle systolique inférieure à 90. C'est une élévation des pressions de remplissage et c'est des signes d'hypoperfusion périphérique clinique, la confusion, les genoux froids, l'oligurie et puis le lactate qui a augmenté. Donc, il y a un diagnostic, mais ça, c'est une figure que vous voyez souvent. Il y a un spectre du choc cardiogénique avec différents stades de gravité. Et plus on est tôt dans la prise en charge, et mieux on va pouvoir prendre en charge et on va pouvoir améliorer le pronostic. Mais vous allez voir tout au long de la présentation qu'effectivement, les assistances, elles peuvent se discuter, mais de par leurs complications, on a du mal à les situer dans cette flèche-là, sachant que l'intérêt, ça va être de rétrograder, d'améliorer le malade, sans pour autant lui imposer des complications qu'il aurait pu éviter. Donc, on avance un peu, je dis un peu parce que c'est une définition qui reste clinique, même si tout le monde dit qu'elle est exceptionnelle. On commence alors on a eu pas mal de classifications du choc, le pré-choc, le choc avancé, le choc réfractaire, on a eu la classification Intermax. Et là, la petite dernière, c'est la classification ABC, qui va identifier des phénotypes de malades auxquels il va y avoir un pronostic et auxquels on va pouvoir évaluer certains traitements. Le A, c'est à risque. C'est un malade, par exemple, qui va faire un infarctus antérieur, mais qui va avoir aucun critère de choc. Le B, c'est beginning, ça débute. C'est le malade qui va être hypotendu. Je vous ai parlé d'hypotension ou de tachycardie dans la définition, mais qui ne va pas avoir de signe d'hypoperfusion périphérique, qui est le signe qui doit tamponner le diagnostic de choc. Le stade C, c'est comme vous l'appreniez dans les bouquins, c'est le malade qui a de l'hypoperfusion auquel vous allez introduire un traitement. Le D, c'est que vous avez démarré un traitement qui vous semble pertinent et le malade s'aggrave. Et le E, il est en train de se cracher devant vous, quoi que vous fassiez. Le choc cardiogénique, c'est une maladie qui reste avec des taux de mortalité élevés et c'est le choc grévé de la mortalité la plus importante. Ça, c'est un travail qu'on avait conduit avec Nicolas Danchin. Donc, on avait tous les 5 ans, Nicolas Danchin avait créé un registre qui s'appelait FastMI. Et donc, tous les 5 ans, un mois dans l'année, on regarde tous les malades admis dans toutes les unités de soins intensifs françaises cardiologiques qui viennent pour un syndrome coronarien aigu. Quand on regardait ce malade, l'incidence ou l'apparition du choc cardiogénique était entre 5 et 3% en 2015. Et quand on regarde la mortalité de ces malades, à 1 an, elle est de 58%. Donc, un malade qui va arriver quasiment sur ses 2 jambes en unité de soins intensifs cardiologiques, il ne va pas être intubé, ventilé, qui va développer un choc cardiogénique, à 1 an, 58% de ces malades seront morts. Et quand on regarde ces phénotypes de malades et qu'on regarde la mortalité, on s'aperçoit que plus le stade est grave et plus la mortalité est élevée. Et en gros, vous voyez bien que quand on est dans le DE, c'est quasiment trop tard puisqu'on a plus de 60% de mortalité. C'est rageant parce que quand on remet les compteurs à zéro, c'est-à-dire si vous prenez ces malades qui ont fait un choc cardiogénique et quand vous regardez les vivants à 1 an et que vous comparez les malades qui ont fait et qui n'ont pas fait de choc cardiogénique, la survie est la même.
Donc, ça vaut vraiment le coup de se battre à la phase initiale, puisque après, vous offrez à ces malades une même survie. On va toujours discuter de la qualité de vie, etc., mais en tout cas, ils ont la même survie. Donc, on va rentrer droit dans le sujet. Comment on prend en charge un choc cardiogénique et quels sont les niveaux de preuve? Première étape, traitement éthologique, on ne va pas y revenir, c'est la seule chose qui améliore le pronostic des malades. Ensuite, le malade est dans l'état de choc, on va lui mettre un médicament pour aider le cœur à se contracter ou pour augmenter les niveaux de pression artérielle. Sauf que je vous passe les 100 papiers qui montrent que les inotropes et les vasopresseurs, ça peut permettre de passer le cap, mais que c'est beaucoup d'effets secondaires. Et quand on regarde les niveaux de recommandation, on vous dit que vous pouvez considérer un traitement inotrope chez un malade qui est en choc cardiogénique, c'est-à-dire hypotendu, évidence sauf signe d'hypoperfusion et qui ne répond pas au traitement, avec un niveau qui est 2C. Alors, tout de suite après vient les assistances circulatoires. Les assistances circulatoires, c'est des machines, comme vous avez l'assistance ventilatoire qui permet d'assurer le poumon et l'oxygénation, le rein qui permet d'assurer les échanges. L'assistance circulatoire, elle va aider le cœur à perfuser les organes et elles peuvent se discuter dès l'introduction des inotropes. Et donc, vous avez un panel d'assistance circulatoire depuis le ballon jusqu'à l'ECMO. Et on va voir pas à pas les principales indications, les principales non-indications et surtout les complications. Donc, dès le début, quand on voit, ça pourrait faire l'objet d'un congrès, les effets secondaires des catécholamines, hein, quand vous mettez des inotropes ou des vasopresseurs, effectivement, ça monte la pression artérielle, ça peut augmenter le débit cardiaque, mais derrière, c'est tachycardisant, ça augmente la consommation d'oxygène, ça augmente le métabolisme. Et donc, dans un contexte où on doit diminuer le plus les besoins, ce n'est pas l'idéal. Et donc, on pourrait se demander, est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on a une assistance qui permet de minimiser, voire d'éviter les catécholamines? Et donc, c'était le rôle du ballon. Donc, jusqu'en 2012, tout choc cardiogénique sur un infarctus, il avait un ballon, ce n'était pas discutable. En 2012, Olbertine, vous la connaissez, j'allais dire cette histoire, c'est une histoire qu'on raconte souvent. Il prend 600 malades et qui ont une pression artérielle inférieure à 60, des signes de congestion pulmonaire, des signes d'hypoperfusion périphérique, et ceux qui sont révascularisés très précocement et qui n'ont pas d'arrêt cardiaque qui dure plus de 30 minutes, il les randomise, soit il leur met le traitement classique d'obutamine, soit il leur met un ballon, et à un mois, pas de différence sur la survie. À un an non plus. Donc, et quand même, le ballon, n'oublions pas, il y a un certain nombre de complications. Donc, ça saigne, ça hémolise, ça donne des AVC, ça donne des ischémies, donc ça peut migrer, ça peut donner un port de sepsis, donc ce n'est pas dénué de complications. Si bien que les recommandations ont changé, et quel que soit le pays des recommandations, les sociétés savantes, le ballon ne doit pas être utilisé de manière routinière chez un malade qui fait un infarctus du myocarde compliqué d'un choc et qui a été angioplasté. Alors, d'autres se sont mis à l'Impella. Alors, l'Impella, c'est quoi? C'est une pompe microaxiale, vous la passez par l'artère fémorale, elle est en queue de cochon, le bout est dans le ventricule gauche, vous aspirez le sang dans le ventricule gauche et vous le réinjectez dans l'aorte. Donc, c'est génial, ça permet de décharger le ventricule et de réinjecter dans l'aorte. Et donc, il y a une famille des Impella avec 2.5, CP ou 3.54 maintenant, et la 5.0 avec des débits assurés différentes. Et évidemment, plus le débit va devoir être important, ça c'est la mécanique des fluides, plus le cathéter va être large et plus vous avez un risque de complication. Donc, dans la famille des Impella percutanés qui nous intéressent et qui intéressent les cardiologues et les interventionnels, on avait la 2.5. Et très vite, alors qu'il y avait plein de papiers sur le pré-choc, etc., études randomisées, 25 malades, donc on est loin des 200 000 malades des cardiologues. Eh bien, à un mois, que vous compariez l'Impella à une technique qui ne marche pas, qui est le ballon, le médicament, il n'y a pas de différence de mortalité. Donc, les recommandations, c'est l'Impella ne doit pas être utilisé en routine dans le choc cardiogénique. Donc, aujourd'hui, 2022, aucune assistance n'est efficace pour pallier aux effets secondaires des inotropes. Alors, maintenant, ça veut dire que dès qu'on a un malade qui est en état de choc, effectivement, le traitement étiologique est fondamental. Derrière, une fois qu'on a démarré les catécholamines, à quel moment il faut se dire je dois mettre une assistance parce que mon malade va se cracher et que les inotropes ne suffiront pas, et ça va être l'objet des slides qui suivent. L'assistance de choix, c'est l'ECMO. Vous en avez entendu parler, c'est une assistance extracorporelle. Vous avez une canule dans l'oreille droite que vous mettez par voie percutanée.
qui va aspirer le sang veineux, donc vous allez diminuer la précharge, le sang va être oxygéné et réinjecté dans l'aorte. Donc vous allez faire une circulation extracorporelle qui ne va pas traiter le cœur. Elle va permettre d'assurer les fonctions du cœur, de perfusion, en attendant que le cœur récupère ou qu'on emmène le malade à autre chose. Et donc, c'est une assistance cardiaque et respiratoire parce que le sang est oxygéné. C'est une assistance biventriculaire, contrairement à l'Impella, par exemple, où ça ne décharge que le ventricule gauche. C'est facile à insérer. De plus en plus d'équipes, ce sont les cardiologues interventionnels ou les réanimateurs. Alors qu'on apprenait longtemps la mort chirurgicale, la plupart des papiers montrent qu'aujourd'hui, en percutanée, on a moins de complications. Et puis, ça donne des débits stables. Les indications, c'est en théorie tous les chocs cardiogéniques aigus, l'infarctus, la myocardite, le sepsis qui va entraîner une dysfonction cardiaque, et puis d'autres causes chroniques de chocs cardiogéniques. Quand on regarde le devenir, donc tout à l'heure je vous ai dit que la mortalité des chocs cardiogéniques à 1 an elle était de 56%, alors donc là on était sur l'infarctus. Quand on regarde les malades qui étaient en choc cardiogénique réfractaire, c'est-à-dire qu'à un moment, le clinicien a considéré que les inotropes et les vasopresseurs ne suffisaient plus, eh bien la mortalité varie entre 31 et 67%. Donc ça fait quand même un range assez large, parce que souvent les études mélangent beaucoup de malades, que souvent des malades en arrêt cardiaque, en arrêt cardiaque réfractaire sont introduits, qu'il y a des malades qui ont des comorbidités parce qu'on a mis à un moment beaucoup d'ECMO à tout le monde, et puis évidemment que ça dépend de la cause du choc cardiogénique. Quand on regarde le niveau de preuve, on est très loin du niveau de preuve qu'on a l'habitude de voir en cardiologie, puisque la plupart des études sont des études de cohorte. Donc, si on se dit qu'un malade qui ne répond pas aux inotropes, on a une survie entre 30 et 70%, on peut se dire qu'a priori c'est bien, hein, puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'étude qui est comparée chez le malade qui étouffe, je fais rien versus je intube. En revanche, il y a quand même un certain nombre de complications non négligeables dans l'ECMO. C'est quand même une technique qui est invasive avec des cathéters de gros calibre qui nécessitent une anticoagulation, avec des taux de complications qui restent élevés, de l'ischémie de jambe, de l'amputation, des AVC, du saignement et du sepsis. Donc, quand on regarde les niveaux de preuve, alors je vous ai mis 2016 parce que le schéma est clair, mais on n'a pas mieux avancé en 2021. Aujourd'hui, l'ECMO, c'est une thérapeutique de sauvetage. Les recommandations américaines vous disent que vous pouvez, vous pouvez considérer, et alors en plus, il n'y a pas écrit clairement ECMO, il y a écrit assistance circulatoire, quelles que soient les recommandations, en fonction de l'âge, des comorbidités, de la fonction neurologique et de votre appréciation de la vie future et de la qualité de vie. Autant vous dire que si quelqu'un a la réponse, moi, je suis ravie d'en discuter avec vous. Donc, si on essaie d'être pragmatique et qu'on regarde l'expérience et les recommandations, pour quel malade on peut proposer l'ECMO? Donc, ce qui est facile, c'est d'identifier les malades pour lesquels on ne peut pas le proposer. Et ça, j'allais dire souvent, c'est facile à 4 heures du matin. Le malade qui saigne la rage, le malade qui est polyvasculaire, le malade qui est en train de disséquer, le malade qui a une IA, le malade qui est en arrêt qui n'a pas témoin. Il ne faut pas lui proposer d'ECMO. Je pense qu'en 2022, on a assez de recul pour savoir le besoin et les équipes, tout ce que ça mobilise de faire une ECMO. Donc, pour ne pas desservir la technique, quand il y a des contre-indications, il ne faut pas proposer d'ECMO. Ensuite, quand vous regardez les différentes études, et il y en a au moins, enfin les différentes revues de la littérature, il y en a une tous les 2 mois sur la place de l'assistance, et je prends volontairement l'infarctus puisqu'on a le H0. Dès le début, en passant, les experts vous disent que au moment où vous faites l'écho et la choro, si le malade a une instabilité hémodynamique, vous pouvez lui proposer un support mécanique temporaire. Et ensuite, si jamais il continue à s'altérer alors qu'il est en réa, vous n'avez pas mis l'assistance, vous pouvez lui proposer également. Probablement qu'à ce moment-là, c'est trop tard. Donc, quels critères prendre en compte? La clinique, elle est majeure. C'est-à-dire que si vous avez revascularisé le malade, si vous avez traité la cause et qu'au moment où vous mettez vos inotropes, le malade est moins bien, je pense qu'il faut appeler et discuter l'assistance. Il ne faut pas attendre les lactates de H4. Si cliniquement un malade ne s'améliore pas alors que vous avez démarré vos médicaments, il faut tirer la sonnette d'alarme. La biologie et l'écho, j'allais dire, c'est important, mais c'est plus tard. C'est-à-dire, vous introduisez vos médicaments, le malade est moins tachycarde, la pression monte, il est moins marbré,
Si à l'écho, il reste en bas de débit cardiaque, si le foie et le rein ne s'améliorent pas, effectivement, là, il faudra le prendre en compte. Et dernièrement, c'est l'histoire du choc et l'histoire médicale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a 15 minutes, mais l'étiologie de votre choc, elle est importante. Et vous ne réagirez pas pareil si c'est un choc aigu ou un choc chronique. Un malade qui vient pour un infarctus, une myocardite, une intoxication au bêta-bloquant, quand vous l'avez revascularisé, la myocardite, malheureusement, pour l'instant, n'a pas de traitement symptomatologique. Quand vous introduisez vos médicaments, si le malade va moins bien ou si la courbe de croissance fait dans le médicament, il faut appeler l'équipe d'assistance. Un malade qui a un bas débit chronique, l'insuffisance cardiaque terminale, qui est très en surcharge, quand vous démarrez vos traitements, vous introduisez vos diurétiques, s'il ne s'aggrave pas, vous avez un peu le temps de voir parce que comme vous allez lui diminuer sa précharge avec les diurétiques, il va probablement également améliorer son débit cardiaque. Donc, le plus difficile, en fait, finalement, c'est d'identifier ces malades pour lesquels vous vous dites ça ne va pas le faire, en fait. Donc, déjà, première chose, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus vigilant chez les malades aigus. Le malade chronique, souvent, il va dégoupiller quelques jours après sur une complication ou parce qu'il va avoir un truc suraigu qui va l'aggraver. Le malade aigu, dès le début, vous pouvez dire attention, lui, ça ne va pas bien se passer. Et c'est vraiment entre le CD qu'il va falloir identifier les malades. Il y a un certain nombre de papiers, donc ça c'était un papier qui avait évalué les malades, plus de 4000 malades sur la cohorte mondiale Euro-LSO, et qui avait identifié des facteurs prédictifs de choc réfractaire. Donc l'âge, si à un moment le malade s'est arrêté, même s'il a récupéré, s'il reste en choc après la revascularisation, il faut penser à l'ECMO. Le rein, c'est quand même un marqueur assez précoce. Donc un malade qui ne fait pas pipi ou qui ne reprend pas de diurèse, ce n'est pas normal. Le score d'inotrope, mais ça ne veut rien dire, hein, parce qu'il y a des malades à 5 de dobutamine, ils vont être tachycardes, pas bien, et cela, il va falloir faire une assistance quand ils sont aigus. Il y a certains malades à 10-15 gamma, ils ont une pression qui reste à 8-9, ils ne sont pas plus tachycardes, ils vont commencer à faire à uriner. Et malheureusement, même si je vous dis que chez l'aigu, il faut s'en méfier, dans cette série-là, la cause de la cardiopathie ne ressortait pas comme évolutive. Un choc cardiogénique réfractaire. L'arrêt, c'est vraiment majeur. C'est-à-dire qu'un malade qui s'arrête au moment de la prise en charge, même super, un malade qui a fibrillé dans le camion du SAMU, qui est emmené en salle de coro, qui après la coro reste en état de choc, ou juste le malade qui s'est arrêté, moi je pense que ça vaut le coup de passer un coup de fil en disant je viens de recevoir un malade qui n'a pas de contre-indication, qui arrive en table de coro, qui s'est arrêté une fois, et peut-être qu'il va peut-être falloir lui poser une écho. Donc attention à l'arrêt cardiaque initial, ça ressort comme un facteur associé et juste avoir été choqué une fois. L'ECMO, je vous ai dit ses avantages et ses inconvénients. Est-ce que l'Impella avec un plus gros débit, ça pourrait nous aider? Parce que l'ECMO, ça complique beaucoup. C'est une assistance ventriculaire, c'est un peu lourd. Est-ce qu'en salle de cathé, on peut mettre l'Impella qui est sur un débit à 3,5 ou 4? Donc ça, c'est une étude qu'on attendait beaucoup. C'est une presse qui est parue en 2018 où on avait comparé des malades en choc cardiogénique assez sévères, dont la plupart étaient ventilés, 80% s'étaient arrêtés. Ballon versus Impella 3,5 versus ballon, une technique qui ne marche pas. Et ça faisait pareil. Après, les auteurs ont dit, mais oui, mais les malades étaient beaucoup trop graves. En même temps, c'était des chocs et le ballon faisait pareil. Mais quand même, ils avaient 100% de la ventilation, 80% s'étaient arrêtés, la tête à la diminution était à 9, donc ce n'était pas la bonne population. Et donc, on a beaucoup de cohortes qui ont continué. Et Circulation 2019, ça avait été présenté à l'AHA, une étude 4 témoins. On avait utilisé les malades de l'IABP, de Holger-Thiel, avec une cohorte Impella. On avait comparé ces malades-là, on les avait appareillés. Et en fait, l'Impella ne faisait pas mieux que le ballon. Et en plus, avec l'Impella, je vous ai parlé tout à l'heure des complications, il y avait beaucoup plus d'ischémie périphérique, 10% versus 3%, beaucoup plus de saignement et beaucoup plus de sepsis. Donc, les auteurs concluent que l'Impella 3.54 ne fait pas mieux que le ballon. Et en plus, il y a plus de complications. Je vous ai passé le JAMA de cette année qui montre à peu près les mêmes résultats sur des centaines de milliers de malades. Et puis, n'oubliez pas que l'Impella, ça complique quand même beaucoup. Ça saigne, ça hémolise, ça migre. Dès que vous bougez le malade, l'Impella bouge. Et ça entraîne quand même pas mal d'insuffisance rénale. Alors, ECMO, Impella, en théorie, vous vous dites, sur le papier et sur les études animales, il y en a une qui est percutanée, l'autre aussi, mais elle peut être aussi chirurgicale. Les débits d'assistance, ça dépend ce qu'on veut.
l'ECMO oxygène, l'Impella non. On a beaucoup dit que l'ECMO augmentait la post-charge, certes, mais ce n'est pas ça qui tue les malades. Les complications, je pense qu'ils ont la même, ils sont sur le podium. Et après, j'allais dire que l'ECMO, clairement, c'est à positionner dans le choc du malade qui ne s'améliore pas bien. L'Impella, ça traite la dysfonction VG sans défaillance d'organes. Et surtout, la 5.0, on va voir si ça nécessite une expertise chirurgicale. Donc, dysfonction VD, pas d'Impella. OAP, si le malade arrive en OAP primitivement et qu'il y a une dysfonction VD, probablement pas. La voie vasculaire, pour mettre une Impella 5.0, il vous faut un chirurgien. J'en parlerai après. Il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que si vous avez une ECMO et que votre malade fait un OAP, quand vous mettez une ECMO, vous avez la post-charge augmentée. Si vous mettez une Impella, vous pouvez diminuer la post-charge à gauche et donc améliorer ces malades. Donc, il y a une étude spectaculaire qui est parue en 2016 dans Urban Journal of Heart Failure, qui avait comparé ECMO plus Impella versus ECMO. Donc, c'est une étude rétrospective, observationnelle, qui avait montré que la mortalité elle était de 48% dans le groupe 2 machines versus 64% dans le groupe 1 machine. Avec quand même, chez les malades qui avaient l'Impella, un malade sur deux qui avait dû être dialysé et 76% qui avaient fait de l'hémolyse. Donc, je pourrais vous montrer une étude similaire, aussi, j'allais dire, limitée en méthodologie. Donc, ça, c'est 18 malades du ST+, du choc cardiogénique. Et en fait, vous voyez que la survie chez le groupe ECMO seul, elle est de 55%. Et dans le groupe ECMO plus ballon, 100%. Je laisse ça à votre intelligence et votre pertinence. Donc, clairement, aujourd'hui, les experts s'accordent à dire que si vous avez besoin d'un support circulatoire, c'est l'ECMO. Que la 5.0, elle pourrait être utilisée dans des centres qui ont de la chirurgie, mais chez des malades qui sont monodéfaillants gauche. Et donc, cette cible-là, moi, je ne la vois pas beaucoup. Et souvent, d'ailleurs, ce papier de Critical Care qui rapportait l'expérience bordelaise, souvent, les bons résultats, c'était des malades qui avaient eu l'Impella, j'allais dire, en bridge à l'ECMO. Parce que le malade qui fait un choc cardiogénique, qui n'a pas de dysfonction VD, qui n'est pas en défaillance multiviscérale et qu'on a le temps d'emmener au bloc opératoire pour mettre une Impella 5.0, je ne sais pas s'il a besoin d'un système d'assistance circulatoire. Tout ce que je vous ai montré, effectivement, ce n'est pas blanc ou noir, comme on pourrait se dire, le malade fait un syndrome coronarien aigu, je l'emmène à l'angioplastie, il fait de l'AFA, je le cardioveste et je l'anticoagule. Effectivement, c'est beaucoup de discussions et d'expériences. Et vraiment, tout le concept de AirTeam prend son sens. Et il vaut mieux discuter très tôt de l'assistance ou du type d'inétrope chez un malade qui commence un choc, plutôt que d'appeler quand le malade est déjà en arrêt cardiaque. Donc, la mortalité du choc, elle est très élevée. Il y a différents profils de sévérité des malades. Que les assistances circulatoires, elles peuvent être indiquées en cas d'insuffisance des amines. Il faut y penser tôt, mais pas oublier les complications. Que l'ECMO, c'est une assistance de choix, c'est une circulation extracorporelle, alors que l'Impella pourrait avoir un intérêt dans des assistances cardiaques mono-gauche. Et que dans tous les cas, la prise en charge multidisciplinaire, elle est indispensable. Je vous remercie de votre attention. Merci Nadia pour ce topo très très clair. Bon, on se connaît très bien et on a des points de vue parfois différents. Et sur l'assistance, tu sais qu'on a des points de vue potentiellement différents. On est tous d'accord, je crois que l'ECMO, c'est l'assistance en backup terminal, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une assistance, comme tu l'as dit, circulatoire, c'est-à-dire que sa grosse problématique, il y a eu de nombreux débats, mais maintenant, même ceux qui étaient contre le concept de ECMO qui augmente la post-charge VG ont fait du préclinique qui montre, et même du clinique, qui montre que clairement ça augmente la post-charge et que cette augmentation de post-charge pourrait être associée à une moins bonne récupération VG avec deux papiers dans l'European Heart Failure qui sont sortis sur les 3 dernières années. Et donc, c'est vrai, de plus en plus, il y a cette notion de à la fois sauver le malade et à la fois essayer de préserver et sauver son cœur, sachant que parfois, les deux vont dans le même sens et parfois, on est obligé de privilégier le malade versus le cœur, ce qui peut être le cas sur des défaillances avancées sous ECMO. Nous, à Toulouse, on a pas mal d'expertise de l'Impella, de la CP, qui a plein de limites. Sa première limite, c'est son débit. Donc, c'est clairement pas les mêmes malades que le patient à qui on va mettre d'emblée l'ECMO.
on a un certain nombre de malades qui sont de l'ischémique aiguë, qui sont de la myocardite initiale, à qui on va implanter une impella-CP et pour lesquels un débit de 3 litres va être suffisant. Quand l'atteinte respiratoire, notamment œdème aigu du poumon, est responsable de la détresse respi, en fait, ça décharge le VG, donc clairement, on améliore nos malades. Et c'est les malades qui, la plupart du temps, d'ailleurs, sont pas intubés. Par contre, il est clair que dans cette population-là, donc je te parle d'une expérience, on a à peu près une centaine, et quand on regroupe avec 2 autres centres qui en font pas mal, à savoir Lille et Marseille, on a à peu près 200 malades. On a 25% à peu près des patients qui vont derrière à l'ECMO. Alors après, il y a différentes manières de voir les choses, de le considérer comme un échec ou de le considérer comme finalement une avancée dans le parcours patient. Et c'est vrai que l'avantage de la CP, par contre, est net, c'est que ça prend 5 minutes à poser en salle de cathé par quelqu'un qui sait faire à 4 heures du mat et qui est déjà avec le malade sur la table. Là où il faut l'équipe chirurgicale, en tout cas dans notre centre, même si d'autres centres font eux-mêmes les ECMO en percutanée de plus en plus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a d'autres assistances dont on n'a pas parlé et je pense que tu as bien fait parce qu'elles sont soit pas disponibles en France, soit elles essaient d'être disponibles. Et pour ma part, j'ai pu travailler en préclinique dessus. Et je parle par exemple de l'IVAC et du Tandamart. C'est pas terrible quand même. Donc après, c'est arrivé à combiner. Et je crois que c'est le plus important, c'est d'avoir des équipes, comme tu disais, c'était ta conclusion, où on a les différentes possibilités, les différents membres de l'équipe pour discuter en fonction des patients. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même 2 gros papiers qui sont sortis, dont un en circulation, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, qui montrait, et ça doit être démontré désormais dans une étude randomisée prospective, mais qui montrait sur des données rétrospectives cumulées américaines et allemandes, que l'association Impella-ECMO, surtout si elle était réalisée assez précocement, dans les 4 premières heures, permettait une augmentation de la survie à J30 avec un hazard ratio qui était à moins de 0,5. Au prix de complications, ça clairement, il n'y a pas de doute, hein, une machine a des complications, 2, ça en fait 2 fois plus. Mais malgré tout, un signal fort sur la mortalité, c'est pour ça qu'ils ont fait circulation. Donc là, il y a une étude qui devrait démarrer, j'espère, qui va viser à comparer 2 groupes en fait, c'est-à-dire un groupe ECMO et un groupe ECMO-Impella d'emblée. La difficulté dans toutes ces études, c'est qu'il est difficile de comparer un groupe avec le parachute versus un groupe sans parachute qui saute de l'avion. Et donc, c'est vrai que c'est ce qu'on voit au quotidien. Et des fois, on met des Impella. Quelques heures après, on se dit, est-ce qu'on a bien fait de la mettre parce qu'il ne serait pas passé tout seul? Mais de notre côté, au moment où on l'a posé, il était sous amine, instable malgré la revascularisation. Et donc, il y a un débat qui est ouvert et malheureusement, les industriels ne sont pas trop aidants pour aider à faire ces études, quoi. Juste pour revenir sur la post-charge, sur la récupération, il y a un papier qui doit dater des années 2000 dans Circulation qui avait pris des cochons. Dans un groupe, ils leur avaient lié l'artère, l'IVA, et dans l'autre groupe, ils avaient lié l'artère à l'ensemble des cochons. Et ils avaient mis l'ECMO avant et après la revascularisation. Et alors que clairement, l'ECMO, elle va à contresens et qu'elle augmente la post-charge, on avait quand même une diminution de l'étendue de l'ischémie dans le groupe qui avait eu l'ECMO avant. Deuxième chose, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature et il faut la sélectionner. Il y a un diacre de cette année qui a évalué chez 10 cochons chez lesquels on faisait un infarctus, Impella versus ECMO, avec tous les facteurs de précharge, de post-charge et de consommation en oxygène. Alors effectivement, l'Impella fait mieux sur la post-charge du ventricule gauche, mais en termes de consommation d'oxygène et de débit cardiaque, les deux se valaient. Enfin, effectivement, l'ECMO et l'Impella, ça a un sens physiopathologique, mais on a aussi un certain nombre de données sur l'ECMO et le ballon de contre-pulsion pour diminuer les œdèmes. C'est pour ça que j'ai ripé aussi sur est-ce que l'ECMO traiterait l'œdème aigu du poumon? Probablement non, parce qu'aujourd'hui, le meilleur traitement qui a prouvé son efficacité de l'œdème aigu cardiogénique, c'est la ventilation. Donc, pour moi, l'ECMO, effectivement, ne doit pas être une indication de l'ECMO versus d'autres assistances. Et l'Impella, pour l'avoir beaucoup pratiqué aux États-Unis, c'est quand même une machine qui a plein de complications.
qui nécessite une vraie expertise. Et le JAMA de 2021 ou 2022, là, c'est quand même des milliers de malades. Et pour l'instant, on peine, quoi. On a enterré le ballon peut-être trop vite, mais on n'arrive pas à enterrer. Enfin, peut-être que les malades, peut-être que c'était pas la bonne population, peut-être qu'il faut les mettre à un stade B. Mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, en 2022, il y a autant de preuves qu'on avait en 2012 quand on a abandonné le ballon sur l'intérêt de l'INPELA quand on regarde la littérature. Et je ne pense pas qu'on soit en mesure de faire un essai avec 600 malades randomisés quand on voit comment on peine à inclure les malades dans ces essais-là. Alors, il y a deux trucs, c'est que le niveau de preuve de l'ECMO est le même que celui de l'INPELA, malheureusement. Sauf que pour le coup, pour l'instant, ils se sont attaqués à des malades, tellement graves que c'est le fameux parachute, quoi. Tu mets ça ou rien, mais tu l'as bien montré, leur mortalité reste malheureusement très, très élevée, de l'ordre de 30 à 70% en fonction des études. Alors, il y a une étude qui n'avance absolument pas, en tout cas au rythme où ça devait être, c'était l'étude Danger Shock, où ils ont inclus des malades qui sont graves avec des résultats intermédiaires sur 100 patients qui sont bof, on va dire ça comme ça. On a un PHRC avec Laurent Bonello qui devrait attaquer, ça y est, on est en train de faire la mise en place des centres, donc on devrait attaquer en septembre, qui vise à utiliser la CP, donc précocement dans les centres secondaires et tertiaires, dans le choc cardiogénique ischémique entre B et C, avec un objectif de un peu plus de 110 malades par groupe, qui est ambitieux, mais on a un critère combiné à la fois de décès et d'absence de recours à l'ECMO, la greffe ou l'assistance chronique, en espérant que notre raisonnement sur la décharge et la récupération VG a du sens. On verra bien. C'est sur cette étude qu'on a été un peu abandonné par Abiomed, qui est la boîte, sans les citer, qui vend l'INPELA. Et après, il y a un certain nombre d'études quand même dans l'ECMO véno-artériel, dans le choc cardiogénique ischémique, mais aussi toute cause. Alors, l'étude encore française est encore en train de débuter depuis 2014. Exactement. Par contre, il y a les études allemandes. Et bien voilà, Holger Thiel, lui, quand il démarre une étude, c'est une espèce de bazooka. Donc, je pense qu'on devrait avoir les résultats d'ici 1 an ou 2. Mais c'est toute la difficulté de ces patients graves, en fait. Finalement, c'est ce que tu montrais. Les niveaux de preuve déjà sur les amines qu'on utilise tous les jours sont proches de 0. On sait qu'il ne faut pas faire d'adré, grâce à la petite étude mais fort intéressante de Bruno Lévy, et puis avec toutes les méta-analyses, on sait que Dobu versus Mirinone, c'est kiff-kiff, et après, on n'en sait pas grand-chose, quoi. Exactement. Est-ce que vous avez des questions dans l'auditoire? J'ai pas vu passer de chat. Moi, j'ai pas de questions, mais merci Nadia pour ta présentation. Non. Même moi, j'ai tout compris. Ben, si oui, on va continuer avec Guillaume Schurz derrière. Merci beaucoup Nadia pour ce topo et puis d'avoir accepté de participer à Relicatra. Donc je dois t'envoyer l'histoire du projet pour que tu puisses, j'espère, participer avec nous dedans. Et puis on va continuer avec Guillaume Schurz qui est là. Qui est de Lille, qui est cardiologue interventionnel, et je vais oser te dénommer